Yverdon était une petite ville, je me suis trouvé dans une classe qui faisait du latin et du grec. Et c'était comme ça, et autour de moi, il y avait tous les notables de cette petite ville. Et moi, je suis assez vite rentré en friction contre ce milieu-là et contre l'école qui me semblait être davantage un lieu de coercition et de pression sur les enfants que de l'épanouissement et de l'apprentissage. Et vraiment, quand j'ai pu sortir de ça, c'était enfin le monde s'ouvrait devant moi, quoi. C'était tout début 89, j'avais 20 ans et je suis parti en Hongrie, Bulgarie, Roumanie. C'était l'année où tout allait basculer en Europe de l'Est. Avant de partir, j'avais préparé une lettre à tous les journaux de Suisse romande, leur disant, voilà, je viens d'avoir ma maturité, je suis content, j'avais eu un prix de français de dissertation. Est-ce que vous voulez que je vous écrive des articles? Et je pense que si quelqu'un fait ça aujourd'hui, ça passerait pour... la lettre passe directement à la poubelle, mais là, il y a eu deux qui m'ont répondu. Le Journal de Genève et puis l'Express de Neuchâtel. Alors, je suis allé les voir, on a discuté, et puis je suis parti effectivement avec une machine à écrire, avec l'intention d'écrire des premiers articles. Là, en l'occurrence, j'ai vu la Roumanie sous Ceausescu, mais à quelques mois de la fin. J'étais là-bas en, je pense, février-mars 89, et il est tombé en décembre. J'ai senti que c'était vraiment le système Ceausescu. Il y avait des personnages qui apparaissaient à côté de moi et qui me disaient tu vas jamais sortir d'ici, tu es foutu, prépare-toi à mourir, quelque chose comme ça. Et c'était quelqu'un qui m'a approché juste au feu rouge à Bucarest avant que je traverse. Donc il y avait l'imagination, la force de répression de ce système, je l'ai senti. En fait, j'ai fait l'Europe de l'Est, après j'ai fait Turquie, Syrie, Palestine, Israël, et puis encore Yémen, Djibouti, Égypte. Et je suis revenu, c'était quoi, 8 mois, 9 mois de voyage. Je suis revenu complètement, tous mes habits étaient déchirés. Enfin, bon, mes parents étaient un peu effrayés. Mais effectivement, j'ai commencé les études juste après, en septembre. Et j'ai fait Sciences Po à Genève. Et je me suis ennuyé beaucoup aussi à l'université. Donc j'ai continué de voyager, en fait. Je faisais un peu les cours, je faisais ce qu'il fallait pour passer les examens, mais je voyageais aussi beaucoup. C'était en 92, il y avait le traité de Maastricht européen qui devait abolir les frontières intérieures de l'Europe. Et je m'étais dit, mais si on enlève les frontières intérieures, il ne restera qu'une seule frontière, ce sera tout le bord de la mer. L'Europe est un continent dessiné par la mer, en fait. Donc on a décidé de faire un voyage qui commençait en Ukraine, à Odessa, qui suivait le bord de la mer. Mais on l'a fait en voiture, dans un bus de camping. On dormait dedans et tout ça, et on a suivi toutes les côtes de l'Europe pendant 100 000 km, 150 000 km, jusqu'à Saint-Pétersbourg, en passant par Lisbonne. Donc c'était vraiment ça a pris 14 mois pour faire ce voyage. Et on s'était lancé dans un truc qui allait coûter en tout quelque chose comme 250 000 francs suisses, que j'ai réuni avec beaucoup d'efforts et avec un photographe qui s'appelait Yves Lerèche. On a fait ça ensemble. Et ça a été une grosse aventure. Donc on a fait ça comme des fous, et après j'ai commencé l'université. Et je me suis évidemment encore ennuyé, parce que plus je faisais des choses dans la vraie vie, plus je n'arrivais pas à suivre l'université. Donc, et comme j'avais besoin de travailler, besoin de gagner de l'argent à ce moment-là, j'ai proposé au Nouveau Quotidien de faire un mois à l'université, un mois chez eux à la rédaction, jusqu'à mon diplôme. Et ils ont accepté. Et puis quand j'étais engagé, assez rapidement, il y a un poste qui s'est libéré à Zurich. Et à ma grande surprise, on était peut-être 40 journalistes à Lausanne. Il n'y avait pas d'autres candidats que moi pour aller à Zurich. Le Rushdie Graben est encore un vrai Graben, hein. Mais c'était une période où j'ai écrit non-stop, en fait. Et c'est vrai que c'est là qu'on se forme, c'est quand il faut travailler super vite et pas écrire trop de bêtises. Eh bien, ça se termine par la fusion du Nouveau Quotidien et du Journal de Genève pour faire le temps. Et alors moi, pendant le processus de fusion, j'avais informé les responsables que je pensais partir en Iran. J'ai envoyé un fax à l'époque à des journaux français en leur disant est-ce que ça vous intéresse? Et j'ai eu aucune réponse jusqu'au moment où il y a eu des émeutes en juillet 99 à Téhéran. Il y a eu tout un mouvement de rébellion. Et là, deux rédactions françaises m'ont appelé, c'était Le Figaro et Le Point. Et je suis devenu leur correspondant, et ça s'est super bien passé.
Il y a un autre épisode important, c'était le 11 septembre. En fait, euh, en effet, j'avais commencé à rénover cette maison. C'est une maison de famille qui a été construite en 1853. Elle a brûlé en 93. Chaque été, je revenais d'Iran pendant 2 ou 3 mois et je faisais des travaux avec des bricoleurs, des amis, etc. Et il y a eu les attentats de New York et de Washington. Et donc, le Figaro m'a appelé en disant que si j'étais pas en Iran dans les 3 jours, euh, j'étais viré, quoi. Enfin, j'étais pas viré parce que j'étais pigiste, mais enfin, ils allaient biffer mon nom de la liste des contributeurs du journal. Et je suis rentré très vite. J'ai passé 6 mois en Iran, enfin pas 6 mois, 4 mois, extrêmement difficiles. Par exemple, le propriétaire de l'appartement que je louais, euh, il a décidé de m'expulser parce qu'il voulait vendre l'appartement. J'ai pris un avocat pour dire vous n'avez pas le droit de m'expulser et je vais rester là. Alors lui, au lieu de prendre un avocat, il a écrit une lettre à la censure, au bureau de la censure, donc le bureau qui s'occupe des journalistes étrangers notamment, en leur disant que il m'avait expulsé de l'appartement parce que j'avais transformé cet appartement en bordel. J'étais convoqué par la censure et le mec, il avait vraiment sous son il avait un bureau avec un truc pour écrire et dessous il avait la lettre des voisins qui disaient que j'avais sans cesse des prostituées chez moi, avec des comptes rendus d'heures et de jours où les prostituées étaient entrées. Il y a des épisodes qui étaient drôles. J'avais reçu la visite d'une dame du Figaro Madame, qui était la revue du Figaro, qui était une dame, je sais pas, de 50-60 ans, qui était venue avec une amie et puis une traductrice. Et moi, j'étais le correspondant du Figaro, donc elle était passée chez moi boire le thé. Et les Iraniens sont un peu tordus, enfin certains, et donc ils ne pensaient pas que 3 dames qui rentrent chez moi ne pouvaient faire que de boire le thé. J'ai rapidement mis en ordre mes affaires. Je suis retourné en Iran encore 6 mois. Mais j'ai rapidement mis en ordre mes affaires et je me suis installé à Belgrade après. En fait, quand j'étais à Belgrade, l'hebdo m'a appelé pour me proposer un poste chez eux. Et j'ai accepté parce que c'est vrai que d'abord ça m'intéressait de passer de l'autre côté de la barrière, d'être celui qui gère une partie des pages d'un journal plutôt que d'être celui qui les nourrit. Je voulais voir comment ça se passait de l'autre côté. Et puis, j'avais fait beaucoup d'années freelance et j'étais pas mécontent de pouvoir avoir un salaire à la fin de chaque mois et tout ça. Assez vite, je me suis mis à préparer un projet de tour du monde du pétrole avec un collègue qui s'appelle Serge Anderlin, qui est journaliste suisse aussi. Et puis avec Paolo Woods, un photographe que j'avais rencontré en Iran et en Afghanistan. Le livre est sorti en 2003, sauf erreur, et a super bien marché. Rapidement, il était épuisé et tout ça, il y avait plus de, on avait tout vendu. Et donc, l'éditeur m'a dit, c'est bien les livres, mais il faut en faire un deuxième. Et donc, on a proposé un deuxième livre sur l'Afghanistan et l'Irak. Je suis assez peu arrivé pile au moment des événements. Par contre, j'ai trouvé qu'arriver après une guerre, c'est fascinant. Quand je suis arrivé à Bagdad, ça faisait, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines que les Américains avaient renversé Saddam. Et d'arriver là, et tout est ouvert, tous les ministères, les portes sont comme ça, vous pouvez pousser, vous entrez dans les bureaux des ministères, il y a des tiroirs, vous pouvez trouver les contrats que les pétroliers signaient juste avant la guerre avec le régime. Enfin, il y a ce truc un peu dans le film de Rome, ville ouverte, où tout est un peu abandonné, et je trouve ça un moment extraordinaire pour capter ce qui se passe. Début 2010, je crois, il y a eu... ils ont ouvert le poste de rédacteur en chef du Temps. Et j'ai mis ma candidature. Et à la fin, ils m'ont dit, écoute, l'énergie, les idées que tu as, tout ça, c'est super, mais t'es pas vraiment... comment dire, t'es pas vraiment d'ici, enfin t'es d'ici, mais bon, c'est plus facile pour nous de nommer quelqu'un d'autre comme rédacteur en chef, mais est-ce que tu es d'accord d'être son adjoint? J'ai dit ok, et j'ai fait 1 an comme ça autant. J'ai reçu un téléphone d'un monsieur qui s'appelait Eric Israelevich et qui était candidat à la direction du Monde en France et que je connaissais parce que on avait un ami commun et on s'était croisé une fois, j'avais lu son livre, il avait lu le mien, etc. Et
il me dit, voilà, j'aimerais parler avec vous de se présenter ensemble, en fait, à la direction du journal. Et ensuite, quand il a été finalement confirmé par la rédaction, il m'a appelé en disant, bon, ben, on a réfléchi ensemble à tout ça, maintenant il faut que tu viennes. Donc j'ai rejoint Le Monde en juin 2011, et la première mission, c'était de préparer une équipe spéciale pour couvrir la présidentielle française qui a eu lieu en mai 2012, mais il fallait, dès la rentrée, dès le septembre 2011, avoir une équipe bimédia qui allait pouvoir, on appelait ça la newsroom politique, qui allait suivre toute cette campagne, parce qu'en France, c'est vraiment un événement tous les 5 ans. C'était quelque chose de très prenant. Et puis ça s'est fini de façon un peu dramatique, parce qu'en effet, fin 2012, le directeur dont j'étais un des adjoints, parce qu'on était 2 adjoints d'Israélevitch, est décédé dans son bureau. C'était un mardi après-midi, une journée de travail, quoi, normale. Et j'ai vu son corps passer sur le brancard et partir à l'hôpital. Et en fait, est arrivée au pouvoir, entre guillemets, une personne qui avait une certaine détestation pour les changements que Israélevitch et moi on avait mis en place, et dont le premier geste a été de couper toutes les têtes de l'ancienne équipe. Donc moi-même, je me suis retrouvé simple reporter. Donc j'ai fait ça 1 an, et puis ensuite la direction en question a démissionné en bloc et dans un certain fracas. J'ai préféré rester en retrait et lancer un projet qui s'appelle Le Monde Afrique, qui était un projet que j'avais eu déjà, que j'avais essayé de lancer quand j'étais à la direction, mais qui n'avait pas pu avancer. Et puis un autre projet qui est arrivé en cours de route, un peu par chance, c'était ce travail avec le Consortium international de journalistes d'investigation, ICIJ. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire de Hervé Falciani, qui était un employé de HSBC à Genève, qui a volé des informations sur des disques durs et qui est parti avec. Et puis il a voulu les vendre, il n'a pas réussi. Finalement, il les donne aux autorités françaises. Et Le Monde, on a finalement obtenu ces fichiers. Et pas par lui. Ce n'était pas lui notre source, au contraire, on a tenu Falciani à l'écart de tout ça. J'ai appelé ICIJ, on a organisé un voyage avec une clé USB cachée, on a partagé ces données-là. Et ICIJ a monté autour de ce projet, autour de ces données HSBC, un réseau d'une centaine de journaux autour de la Terre. On était, je crois, 200 journalistes, un truc comme ça. Et on a analysé tout ça, ça a eu un impact considérable. Ce genre d'opération, il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises, mais en gros, aujourd'hui, je ne suis pas un expert des paradis fiscaux, mais la marge de manœuvre des paradis fiscaux et des possibilités légales offshore a beaucoup diminué grâce à ces opérations-là. En octobre 2013, pendant que j'étais dans mon année de disgrâce à Paris, je tombe sur une annonce qui dit le temps est mis en vente par ces 2 propriétaires. Donc il y avait Ringier et Tamedia qui avaient chacun 47% des actions. Évidemment que c'était un choc. Vous avez un super journal en Suisse romande qui est le seul qui reste et qui incarne quelque chose, et que vous le mettez en vente par un communiqué publié à 18h30 un mardi soir, ça veut dire que rien à faire, quoi. Advienne que pourra. C'est-à-dire que si un acheteur se présente et qu'il est oligarque russe et qu'il veut se payer un journal à Genève, vous pouvez l'acheter. Il l'achète. Et en discutant, on s'est dit qu'on allait lancer un cercle des Amis du Temps et qu'on allait lancer un appel, et que cet appel serait signé par des personnalités romandes et alémaniques et tout ça. De cette couverture-là sont arrivés d'autres investisseurs, si bien qu'assez rapidement, je me suis dit, j'ai une surface financière pour, pas moi, hein, mais j'ai trouvé des gens qui sont prêts à mettre peut-être 15-20 millions. Et il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. On n'a pas reçu de lettre au retour. Ils ont même pas, accusé réception de ce courrier. Et on a appris un peu plus tard, on le savait en fait, en vérité avant, que Ringier rachetait la part de Tamedia. Et l'investisseur m'a dit, écoute, si tu reviens avec un projet en dehors du temps, puisque le temps c'est foutu, eh ben, sache qu'on regardera ça avec intérêt. Donc ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris même 2 ans, disons. On a le projet qui est bien finalisé.
j'ai réfléchi à quelque chose qui est, enfin avec d'autres, hein, qui est assez innovant. Et si ça marche, moi je trouve qu'il faut aller ouvrir ça à Singapour, à Dubaï, à Zurich et ailleurs, quoi. Enfin que il faut à mon avis partir sur un truc très ambitieux parce que sinon ça sert à rien.